Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire Apprendre aux ados à décrypter l'info et à exercer leur esprit critique. Je suis Herminie Baudry, chargée de communication chez les éditions Magenta. Et nous sommes ce soir avec Lina Fourneau et Lise Pressac. Bonjour Lina, bonjour Lise. Bonjour, bonsoir. Et donc, vous êtes les autrices de Stop aux fake news, donc, qui est un ouvrage donc, illustré par Clémentine Latron et qui sort demain en librairie. Donc, vous êtes journaliste, vous animez des ateliers d'éducation aux médias dans les collèges et les lycées. Et donc, ce soir, on va discuter autour de cette thématique liée à votre ouvrage, qui est donc les fake news. Pour informer tout le monde, on est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 19 heures. Je vais d'abord vous présenter notre collection Sans tabou dans laquelle est sorti l'ouvrage. Puis nous échangerons avec Lina et Elise. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, soit dans l'onglet conversation ou bien l'onglet questions et réponses. On prendra le temps d'y répondre, bien sûr. Donc, pour vous dire un petit peu, vous présenter la collection Sans Tabou. C'est une collection qu'on a lancée chez Magenta Édition en 2022. Et la collection Sans Tabou, ce sont des livres pratiques illustrés qui s'adressent aux 11-15 ans et qui abordent donc sans tabou, comme le nom l'indique, les problématiques que rencontrent les adolescents, qu'ils soient collégiens ou lycéens. Et le but, c'est de les aider à comprendre les situations qu'ils vivent au quotidien et à surmonter les difficultés, à répondre à leurs interrogations. Tous nos auteurs sont des experts dans leur domaine et travaillent régulièrement auprès d'adolescents. Ils répondent donc dans les livres aux questions que les jeunes se posent, que parfois ils n'osent pas toujours demander à leurs proches. L'idée, c'est vraiment de donner des clés de compréhension, de réassurance, et le tout avec un vocabulaire adapté. Donc Stop aux fake news, donc, qui sort demain en librairie, c'est le 14e titre de la collection. Ce thème, donc, tous les thèmes de Son Tabou sont des thèmes universels, mais là, celui-ci, il est vraiment au cœur de l'actualité et vraiment en ce moment plus que jamais. C'est une vraie problématique qui est rencontrée de nos jours par les adultes et les jeunes. Il y a une étude du CNRS qui a été publiée l'année dernière qui dit qu'en fait, avant 11 ans, on n'est pas capable de distinguer une fausse information d'une vraie. Voilà, c'est un problématique, sachant que les enfants à cet âge-là ont souvent déjà accès aux réseaux sociaux, à Internet, d'où l'importance de les éduquer sur ce sujet. Ça nous tenait à cœur chez Magenta Édition de traiter ce sujet pour leur fournir et fournir aux parents et aux enseignants qui les accompagnent des outils donc pour éduquer les ados qui sont citoyens de demain sur ce sujet. Notre éditrice Mathilde Chabert a souhaité confier cette mission à Lina Fourneau et Lise Pressac, qui sont toutes les deux journalistes, car c'était une évidence qu'il fallait confier la réalisation de cet ouvrage à des professionnels de l'information. Donc dans ce livre, vous découvrirez donc les bases. Je vous présente le sommaire déjà de l'ouvrage, les bases en expliquant ce que c'est un média, avant d'aborder en fait ce que sont les fake news et comment les combattre. Comme tous les sans tabou, on retrouve des témoignages, des tests et aussi des jeux. Et le bonus aussi dans votre ouvrage, c'est il y a des interviews de journalistes et ça apporte un vrai plus pour découvrir les différentes facettes du métier et présenter en fait aux ados, voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien, comment fonctionne un média, quelle est la différence entre un influenceur et un journaliste. Donc en bref, c'est vraiment un ouvrage de référence que je suis très heureuse de vous présenter ce soir. Pour démarrer, est-ce que Lina et Lise, bon, j'ai présenté que vous étiez journaliste, mais en fait, vous intervenez aussi dans des établissements scolaires, vous faites plein de choses. Est-ce que vous pourriez déjà chacune nous raconter un petit peu votre parcours, vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, alors, moi rapidement, donc je m'appelle Lina et j'ai commencé à travailler en 2019. Le timing, comme vous pouvez le deviner, était pas du tout bon, parce que la crise sanitaire du Covid-19 est arrivée vraiment, aux portes de l'Europe et donc c'était, galère dans toutes les entreprises et aussi dans les médias. Mais moi, c'est le moment où j'ai aussi décidé de me lancer, je voulais le fact-checking, donc la vérification des informations, dans les médias, m'intéressait pas mal et en fait, ça a été, un peu un tremplin, pour
ma carrière. Et en fait, donc j'ai lancé un collectif un collectif de fact-checking, heu, dédié aux fausses infos autour du Covid. Et ça, c'était pendant le confinement. Et en fait, avec ce bagage, j'ai réussi à rentrer, en rédaction chez fact-checking, puis au service de culture numérique. Et depuis, je suis journaliste enquêtrice au programme, d'RTL. Voilà. Alors moi, je suis journaliste depuis 20 ans. J'ai commencé en tant que journaliste reporter d'images à Public Sénat, la chaîne parlementaire. Ensuite, j'ai fait pas mal de télé, à M6, à France 24, avant de faire beaucoup de radio, notamment à Europe 1 et presque 10 ans à Radio France. Puis je suis retournée à la télé, puisqu'on refait pas mal de choses. Télé et podcast aujourd'hui. Je suis à Télé Matin en chroniqueuse culture le vendredi et j'enseigne beaucoup aussi en école de journalisme et à l'université à des futurs journalistes en radio, télé et en podcast. Et donc pas mal aussi, comme Lina, d'ateliers d'éducation aux médias et à l'info avec des collégiens principalement. Et justement, pour rebondir là-dessus, pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous investir dans l'éducation aux médias? Bah, moi, justement, ça remonte au moment où, en fait, on a commencé vraiment en même temps avec Lise, c'est ça qui est sympa. Mais, en fait, moi, j'étais au service de fact-checking. Et quand j'étais au service de fact-checking de 20 minutes, j'ai ressenti un moment, au bout de quelques mois, j'ai ressenti un peu une forme de lassitude. Pas parce que ça m'intéressait pas, mais plus parce que j'avais l'impression en fait, de servir à pas grand-chose. Et en fait, cette fatigue, elle s'explique, en fait, et l'explique aussi dans le livre. C'est ce qu'on appelle la théorie de Brandolini. Et en fait, ça montre que, aujourd'hui, une fake news circule beaucoup plus vite, que la vraie information et que sa vérification. Et donc moi, je m'étais posé un peu la question de comment mieux faire. Et je m'étais dit un peu que, il fallait attaquer le problème à la source de est-ce que tout le monde a accès à l'information aujourd'hui? Et est-ce que tout le monde sait, la décrypter et la comprendre? Euh, Moi, c'est un peu différent parce que j'étais pas forcément dans l'univers du fact-checking. En fait, je crois que je m'étais jamais posé vraiment la question. J'ai vu passer une annonce sur LinkedIn de Damien qui préside l'association Lumière sur l'info qui disait voilà ce qu'on fait, on cherche des journalistes. Et je sais pas pourquoi ça m'a parlé tout de suite en me disant bah oui, en fait, je crois que c'est important qu'on transmette ça et que en racontant notre métier, on apprenne aussi à aiguiser un peu l'esprit critique de ces jeunes qui sont les futurs citoyens. Et ça m'a paru, je sais pas, comme une évidence que ça faisait partie aussi de nos missions. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais moi, j'estime que tous les journalistes devraient en faire, même si c'est symbolique. Enfin, ils ne sont pas obligés d'en faire autant que nous, mais même si c'est symbolique, je trouve que c'est important, cette connexion aussi aux citoyens et aux futurs citoyens. Et pour rentrer un peu dans le vif du sujet avec les fake news, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer quels sont les mécanismes de diffusion d'une fake news et surtout aussi par qui elles sont diffusées et dans quel but? Bah, Lina l'a un peu dit. En fait, les fake news, c'est un terme qui est assez récent, mais les fausses informations, elles ont toujours existé, elles ont toujours circulé. Sauf qu'avant, ça prenait du temps parce que c'était sur des formats papier, qu'avant qu'une info, elle aille des États-Unis à la France, ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Ce qui fait aujourd'hui qu'elle se diffuse plus rapidement, c'est les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux sont la cause des fake news. C'est juste que la diffusion se propage davantage. Et il y a un exemple hyper simple, c'est celui de Twitter qui avant était une source d'information pour moi. Je parle de l'époque de 2010 où on avait des comptes certifiés, des gens, on savait d'où ils parlaient, etc. Et c'était pour pas mal de journalistes en fait un peu comme une revue de presse internationale. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout. C'est même presque l'inverse puisque on paye pour pouvoir avoir le droit de diffuser souvent des choses qui sont fausses. Et pour en revenir à ta question, je pense qu'on aura l'occasion de reparler des mécanismes et de pourquoi est-ce qu'on a envie d'y réagir. Mais parfois, alors la fake news, elle peut être diffusée dans un sens où on veut nuire, où on veut faire de l'argent, mais parfois, ça peut juste être nous, l'un d'entre nous, qui juste croit à quelque chose et se dit que ça a l'air vrai et le repartage un peu machinalement. Parce que bah, ça fait appel à plein de choses, à nos émotions, etc. Je pense qu'on en reparlera.
Et puis, il y a des contextes aussi. On est en plein dedans, là. On est en pleine période de campagne et municipale et présidentielle. Et c'est des moments où c'est l'occasion aussi de nuire à l'adversaire politique, par exemple. Ouais. Et on voit de plus en plus des deepfakes hein, sur les réseaux sociaux. Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce que c'est une deepfake et est-ce qu'il y a des moyens de les repérer? Quelles sont les clés pour ça? Oui, alors une deepfake, c'est une image, une vidéo ou un son qui va être basé sur quelque chose de réel, mais dont on va changer complètement le sens. Par exemple, ça serait une vidéo d'un discours de Trump où il dit il faut absolument sauver les personnes issues de l'immigration. Alors qu'on sait que on a quand même quelques indices pour savoir qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le fond de sa pensée. Heu, donc voilà, ça, ce serait, par exemple, de la manipulation, du discours et en fait, pour repérer une deepfake, aujourd'hui, c'est encore un peu facile parce que les deepfakes, elles sont pas du tout parfaites aujourd'hui. Par exemple, les bras, ils sont toujours mal alignés, la bouche, les lèvres, ne s'articulent pas jamais très bien. Donc on voit encore un peu des petits soucis techniques mais on peut vraiment imaginer que dans les prochaines années, que ça va s'intensifier et que ça va être de mieux en mieux fait, comme l'IA, de toute façon et faut toujours se demander, c'est comme pour une fake news, c'est quoi le contexte? Qui est derrière cette vidéo? Est-ce que c'est un adversaire de Trump ou est-ce que c'est Trump qui l'a publié lui-même? Donc voilà, c'est assez simple, il faut toujours prendre le temps. C'est vraiment, essentiel aujourd'hui, juste pour comprendre une image. On a beaucoup d'images qui sont trafiquées, par IA, donc ça va être encore plus essentiel de vraiment ne pas tout de suite partager en se disant: «Ah c'est rigolo Trump, en fait, il défend, d'un coup les personnes issues de l'immigration». Et est-ce que les ados, ils sont particulièrement vulnérables face aux fake news ou plutôt ou même sensibles aux théories du complot? Est-ce que c'est eux-mêmes des relais importants ou est-ce que c'est un peu cantonné comme on peut le voir aux personnes un peu plus âgées sur Facebook? Parfois, on sait pas forcément. Est-ce que les jeunes eux-mêmes diffusent des fake news? Je pense qu'il faut sortir de ce truc de, les jeunes ne savent pas, enfin, sont la source principale des fake news, hein, en fait, oui, les adolescents sont plus vulnérables aux fake news. C'est ce qu'on voit dans le livre d'ailleurs avec l'interview de la neuropsychologue, Sofiane Delmotte, qui, est spécialisée, dans l'enfance. En fait, ce qu'elle explique, c'est que jusqu'à nos 30 ans, le cerveau, il est pas encore totalement en développement et il y a une zone, qui en fait, n'est pas encore bien, construite et en gros, c'est la zone qui va permettre de c'est un peu le chef d'orchestre de nos émotions, et qui va permettre de réguler ces émotions-là et cette zone-là, si elle n'existe, enfin, si du moins elle n'est pas développée, bien sûr que les fake news, on va plus tomber dans le panneau. Après, les jeunes, ils ont grandi avec les réseaux sociaux et moi je parle de mon point de vue où, justement, j'ai enfin moi par exemple, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, mais ils sont arrivés à un moment où j'étais déjà, enfin, j'étais déjà ado, quoi. Donc eux, ils ont vraiment ils sont nés avec, ils savent très bien s'en servir et ils connaissent très bien les limites. Ils savent déjouer les pièges et franchement, quand on est en atelier d'éducation aux médias, il y a enfin, on est quand même assez régulièrement et je laisserai Lise confirmer. Moi, je suis quand même bien surprise par le fait qu'ils sont très prudents et bon, parfois, ils tombent dans des panneaux, c'est normal, tous, quoi, enfin, bon. Mais on n'est pas là pour rien non plus. Justement, tu parlais de cette génération, Facebook. Moi, c'est peut-être celle qui m'inquiéterait un peu le plus. C'est celle en fait, c'est celle qui faisait, par exemple, pendant la crise sanitaire du Covid-19, celle qui faisait le plus circuler, des rumeurs, sur, des potentiels nouveaux confinements et tout ça. Pour les théories du complot, je pense que c'est un peu différent. Je pense que les jeunes, enfin moi tel que je le vois, c'est que les jeunes, je pense qu'ils le voient plus comme une blague, un divertissement. En fait, ça les fascine de penser que, par exemple, il y a, la zone 51, il y a des extraterrestres aux États-Unis. Ça les fascine que de savoir que potentiellement il y a des sociétés secrètes. Mais en fait, ils le disent franchement en rigolant. Hem
Et ça, par exemple, TikTok l'a très bien compris. TikTok va mettre il y a énormément de théories du complot qui circulent sur TikTok, mais de façon très divertissante, avec des musiques de suspense et tout ça. Donc on voit très bien que c'est plus, pour eux une blague et ça va pas être la même chose un complotiste, d'une soixantaine d'années, qui va être, sur son blog, platiste, voilà, c'est pas le en tout cas, c'est pas la même vision, de la chose. Mmh. Ouais, ce qui peut être quand même rassurant, c'est qu'ils sont quand même hyper agiles, moi je suis d'une autre génération que Lina, je suis un petit peu plus âgée et moi j'ai pas eu encore j'ai eu le portable assez tard, j'étais déjà grande, mais en fait, eux, en fait, ils sont abreuvés d'images en permanence. Alors, ils en consomment sans doute beaucoup trop. Quand on voit leur temps d'écran, nous, on est toujours assez ahuris du temps d'écran, mais en même temps, ça aussi, ça leur, ils ont développé une forme d'acuité et quand ils voient une image, ils vont me dire: «Mais non, mais madame, ça se voit que c'est de l'IA». «Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire que?» En fait, je trouve que sur l'image, ils sont assez aiguisés. Là où il faut faire plus attention, mais de la même enfin, pour moi, c'est à peu près la même chose que pour les personnes, la génération Facebook, c'est juste de confondre, souvent le tuyau et qui parle. Parce que quand on leur demande: «Bah, OK, tu as vu cette info, mais où?» «Ah, bah, sur TikTok». Ils ont du mal à se dire: «OK, bon, bah, sur TikTok, mais qui? Qui t'a parlé?» Parce que TikTok, ça peut être le site du Monde, mais ça peut être, Doudou75 et c'est qui? Il parle d'où? C'est plutôt ça, c'est à ça surtout qu'on essaye de les, comment dire? De les sensibiliser. Mais je pense qu'on aurait les mêmes, enfin, voilà, Lina et moi, cet été, on est partis, à Marseille à la rencontre de gens, lambda de tous les âges, sur le Vieux-Port. Bon, bah, les discours les plus, complotistes étaient surtout tenus par, une autre génération. Mmh. Et justement, bah, quels conseils on pourrait donner aux jeunes qui ont un entourage justement, de la famille ou, des amis, bah, voilà, qui sont plutôt complotistes ou qui relaient des fake news? Parce que ça peut aussi venir d'ailleurs que des réseaux sociaux et du véritable entourage. Vous auriez des conseils là-dessus? Bah, c'est important ce que tu dis sur la différence entre est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est les réseaux sociaux. Si c'est un complotiste sur les réseaux sociaux, faut laisser tomber, c'est pas la peine, on va pas ça sert à rien de discuter dans le vent. Pour la famille, c'est plus délicat. Ça veut pas dire qu'on va réussir à le faire changer d'avis. On l'a vu pendant le covid et vous l'avez sans doute constaté vous aussi, bah, ça a été compliqué avec certains entourages, certaines familles et cetera. Le plus important, c'est de pas rompre le lien avec ces personnes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va peut-être, jamais réussir à le convaincre, voilà, mais il faut toujours garder le lien, pas que cette personne s'isole encore plus dans ses convictions, parce que le problème aussi, c'est qu'on reste dans ce qu'on appelle, nous, un peu des bulles informationnelles, c'est-à-dire qu'on va rester qu'avec les gens qui sont d'accord avec nous. Mais en fait, ce débat-là, il est hyper important. C'est-à-dire que, ben, oui, par exemple, à Marseille, j'ai discuté pendant 40 minutes avec quelqu'un qui croyait dur comme fer à l'hydroxychloroquine, au professeur Raoult, etc. On était dans ces discussions-là. Je vais pas le faire changer d'avis, mais c'est important de l'entendre et qu'il soit entendu et surtout qu'on lui ait prêté une oreille parce que parfois, c'est juste ça aussi, c'est des personnes qui se sentent, pas écoutées ou pas entendues et voilà et c'est un peu les mêmes qui passent leur journée devant ces news à abreuver que de cette source d'information-là et qui n'en voient pas d'autres. Donc moi je dirais, il faut juste et pas couper le lien, voilà, essayer de parler d'autre chose que de ça et voilà, si c'est sur les réseaux sociaux, faut laisser tomber. C'est Thomas Huchon qui l'explique très bien dans le bouquin, voilà, voilà. C'est très difficile sur des sujets comme, par exemple, le covid ou des choses comme ça, c'est très, très compliqué. Et est-ce que vous remarquez, une certaine défiance, envers les médias de la part des jeunes justement, quand vous les rencontrez, lors des séances de MI? Généralement, pour faire, des rencontres avec les jeunes et aussi, avec les moins jeunes, pendant les tournées, moi, je trouve personnellement que les jeunes sont beaucoup moins méfiants que, leurs parents, ou leurs grands-parents, avec les médias. Ils connaissent plus, on va pas se mentir, ils connaissent plus les réseaux sociaux que les médias en soi et ils vont plus avoir des interrogations que des critiques. Par contre, quand ils vont critiquer, et quand on va sentir qu'ils ont des idées un peu radicales et compagnie, on peut un peu imaginer de qui ça vient. Ils sont quand même plutôt jeunes, donc généralement à leur âge, bah, c'est un peu normal qu'on pense un peu comme nos parents, quoi, ou comme nos copains et donc on va aussi leur apprendre
à réfléchir par eux-mêmes, en fait. À de se demander est-ce que, si mon père, il me dit que moi, j'avais déjà eu, par exemple, une fille qui me disait, moi, quand on aborde la théorie du complot, elle m'en enfin, il y en a beaucoup m'en citent quelques-unes et il y en a une qui croyait dur comme fer que le 11 septembre, c'était une théorie du complot et on en pense ce qu'on veut, mais en fait, elle disait, «J'y crois parce que c'est mon père qui me l'a dit» et en gros, ce discours, il peut devenir dangereux parce que, en fait, si le père, il commence à lui dire n'importe quoi, au bout d'un moment, là, c'est qu'un exemple, mais en fait, voilà. Le tout, c'est de lui apprendre à essayer de réfléchir, par elle-même à cette jeune fille. Et je vais faire une petite aparté, on a une première question, dans le chat, qui demande justement, à propos des interventions, quel type d'intervention, atelier vous proposez? Et quelles sont les modalités de vos interventions? Principalement, en fait, on intervient, surtout dans les collèges parce qu'aujourd'hui l'éducation aux médias est au programme de la quatrième. Donc voilà, après on fait pas que les quatrièmes, mais c'est principalement quand même des quatrièmes. Généralement on intervient 2 ou 4 heures et on pour leur expliquer, ce que c'est en fait, un peu le programme du livre aussi, en fait, ce que c'est une fausse information, ce que c'est une source, comment ça travaille un journaliste, pourquoi en fait, il y a pas, que Gilles Boulot, comme journaliste et qu'en fait on fait tous un travail hyper différent. Après il y a eu on a eu l'occasion de faire des tournées d'éducation aux médias. Et donc à ce moment-là, c'était plus, il y avait plein de formats hyper différents. Il y a eu, on est allé dans des maisons de retraite, on est allé, enfin on a intervenu dans une association qui, donnait des cours de langue, à des personnes qui apprenaient le français. Enfin, c'était génial. Il y a plein de formats différents et je pense que tout peut se construire, avec des publics, hyper différents. Et pour répondre sur le côté, très pratico-pratique, parce que peut-être que parmi vous, il y a des profs documentalistes et cetera. Souvent, c'est à l'initiative d'un professeur, souvent prof documentaliste, parfois prof d'histoire, de français et cetera, qui va faire appel souvent via une association en se servant du pass culture qui, malheureusement a été un peu malmené ces derniers temps, donc les budgets et cetera, c'est toujours un peu compliqué. Moi, par exemple, je m'y suis mise, à titre individuel pour pouvoir être, sollicitée par les établissements et moi, j'interviens donc dans une association qui s'appelle Lumière sur l'info avec Lina, là où on s'est rencontrés, et dans une autre association qui s'appelle Transsonore. Et dans ces cas-là, on est carrément en résidence, ce qui est chouette parce qu'on peut suivre des parcours au long cours et voir les. Moi, je vois des collégiens là en ce moment à Romainville toutes les semaines pendant plusieurs mois. Mais en fait, le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Là, par exemple, des résidences Agora, comme celle dont je vous parle, c'est financé par le département. Les pures interventions d'associations, c'est via le pass culture. Et comme l'a dit Lina, souvent, c'est 2 heures ou 4 heures. Voilà, on sème des graines, on essaye que certaines prennent, voilà, au moins pour sensibiliser. Et moi, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il faudrait qu'on intervienne plus tôt. Mais malheureusement, dans les écoles, il n'y a pas encore des financements prévus pour ça. Mais moi, je commence à le faire dans des CM2 parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que dès qu'un téléphone arrive dans les mains, en fait. Et je suis persuadée de ça, que souvent on agit en quatrième. Là, j'ai une classe de quatrième, une classe de cinquième en ce moment. Mais je pense qu'il faut voilà, intervenir même encore un tout petit peu plus tôt. Je partage comme ça les infos, pour tout le monde sur l'association, Lumière sur, l'info. Et puis comme ça, si des personnes veulent vous recontacter, par ce biais, elles pourront ensuite. J'ai vu qu'on avait aussi une autre question. Ne devrait-on pas dire qu'une fake news est une information fabriquée plutôt que fausse? Sinon, ce serait false news. Il me semble important de ne pas mélanger la désinformation volontairement fabriquée avec la malinformation, la mésinformation, les canulars ou autres qui ont des objectifs différents. En outre, j'ai l'impression que la traduction infox n'est pas rentrée dans les usages. Votre ouvrage aborde-t-il cette problématique de distinction des types d'infox? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, c'est un livre pour les adolescents, donc on essaye de faire un livre qui est adapté également à eux. Je pense que discuter de la définition même, je trouve ça hyper intéressant, mais je pense que c'est peut-être
il y a plein de choses à leur expliquer avant même, cette courte définition. Bien sûr et même par exemple entre, fake news et fausses informations, il y a toujours un débat. Hem, il y a de toute façon, on ne peut pas ranger dans la même catégorie toutes les fausses informations, les false news, je ne sais pas comment vous voulez qu'on en Mmh. parle, mais de toute façon, c'est très compliqué de les ranger dans les mêmes catégories. Effectivement, je suis d'accord. Mais on est obligé de faire un mot, général parce que sinon on se met les pieds dans le tapis et ça serait trop compliqué de toute façon. Après, bien sûr qu'on pourrait faire tout un dictionnaire, mais je pense que c'est pas trop le propos de ce livre, non plus. Et dans ce livre, du tout justement, il y a aussi une bonne partie sur, le journalisme et le travail des journalistes. Comment est-ce qu'on explique simplement à un ado, ce qu'est le travail, votre travail? Bah, en fait, tout simplement, on leur raconte notre quotidien parce que parfois, il peut y avoir plein de fantasmes ou je ne sais pas, quoi pour expliquer juste en quoi ça consiste une journée. Par exemple, si on a un reportage à faire, du matin pour le soir, comment est-ce qu'on va travailler? Leur expliquer aussi en fait, en expliquant comment on travaille, ça permet aussi de montrer que, ben, on publie pas n'importe quoi, n'importe comment, qu'avant de publier une information, il faut qu'on ait croisé nos sources, qu'on en ait au moins 3 différentes. Que par exemple, si on fait de la télévision, c'est un média très lourd et que peut-être que pour filmer le plan qu'ils vont voir au journal de 20 heures qui va durer 15 secondes, bah, nous, ça nous aura pris 3 heures parce qu'il aura fallu, contacter la personne, la rencontrer, la voir, lui parler et que tout ce temps de fabrication, bah, ils s'en rendent pas forcément compte. Je pense que le citoyen lambda s'en rend pas compte non plus, mais ça permet de déjà démystifier plein de choses et aussi à travers, tu l'as bien expliqué, c'était important pour nous aussi de donner la parole à des métiers différents. Parce qu'on voit toujours le présentateur vedette, mais en fait, c'est toutes les petites mains qui sont derrière, et encore je dis petites mains, c'est trop péjoratif, les grandes mains qui sont derrière, qui fabriquent l'information et de montrer tous les types de métiers. Ça permet aussi de dire que, ben, ce métier-là, il est peut-être pas, fait qu'à une certaine catégorie de personnes et que, bah, tout le monde pourrait peut-être, envisager l'audiovisuel. On n'est pas là pour dire: «Notre métier, c'est génial, venez avec nous», mais peut-être que enfin, moi, parfois en atelier, ça suscite des vocations dans le sens où, ah, bah, en fait, c'est cool le son, j'ai découvert que, ben, faire du podcast, c'était sympa et peut-être que, je me sentais pas journaliste parce que c'est un mot qui fait un peu, parfois élitisme. Je me rappelle pareil de rencontres à Marseille où, ils étaient là: «Oh mais genre un journaliste en vrai, il y a un côté un peu, waouh, ça existe, ils peuvent venir à nous». Enfin, je pense qu'il faut un peu casser ces barrières-là et juste d'expliquer le temps que ça prend, de fabriquer une information, ça lui redonne de la valeur aussi. Et justement, les jeunes, bah, ils voient des journalistes, ça les impressionne, mais ils ont aussi au quotidien, via les réseaux sociaux, pas mal d'influenceurs, dont ils regardent les vidéos. Comment on fait la différence entre journaliste et influenceur? Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, voilà, pour expliquer aux ados, cette différence? C'est une question hyper intéressante parce que en fait, moi, je trouve que c'est le moment, heu, du cours, enfin de l'atelier, pardon, de l'atelier où vraiment j'arrive à leur faire comprendre notre métier. Quand je leur dis, «Est-ce que vous savez la différence entre un journaliste et un influenceur?» Là, ils commencent à comprendre, heu, comment nous on travaille et en fait, globalement, moi, je suis quand même agréablement surprise, encore une fois, de comment ils comprennent assez bien, en fait, la logique, la différence entre les 2. Ce qui va différencier principalement, le journaliste de l'influenceur, ça va être la logique, commerciale. Bon, bien sûr que les journalistes, on n'est pas des bénévoles, on a besoin de remplir le frigo, mais voilà, nous, on va pas, en fait, faire un article, un sujet, radio ou télé, pour gagner, de l'argent, de la personne, dont on parle dans le sujet. Il y a pas un voilà, c'est juste, le média qui nous rémunère. Hem Par exemple et donc moi j'essaye de leur donner des exemples par exemple, je leur dis, «Est-ce que demain si, en fait, je fais une enquête, contre l'entreprise, Samsung, est-ce que l'entreprise Samsung peut me dire, «Oui, Lina, je j'ai pas trop apprécié, ton enquête, est-ce que tu peux la supprimer? Mais par contre je vais te passer plein de produits». Voilà. Nous, dans l'État, on n'a pas du tout le droit de faire ça, ça s'appellerait de la corruption. Heu, un influenceur, on peut imaginer qu'il y a, des logiques beaucoup plus flexibles dans leur collaboration, enfin d'ailleurs c'est des collaborations et alors que nous ça s'appelle,
des interviews. Au-delà de ça, un influenceur, il peut donner son avis, afin d'influencer, une opinion. Là, on peut on peut parler de la neutralité des journalistes, c'est un autre débat, mais ce que le journaliste ne peut pas logiquement faire. Les journalistes doivent rester neutres. On fait un sujet, on va pas voilà, si demain, je fais un sujet, sur Samsung, même si, j'enquête sur Samsung sur, des faits, je sais pas, de harcèlement sexuel, au sein de l'entreprise, Samsung, je ne vais pas donner mon avis, sur, un dirigeant. Voilà, c'est un influenceur, peut le faire pour le coup. On a une question aussi un petit peu en lien, d'une professeure d'économie qui nous dit que, avec ses élèves, donc, ils parlent de politique économique et les élèves, leur donnent des références, via TikTok. Leurs infos sont quelquefois justes, mais c'est vrai que ça la surprend. Est-ce qu'elle doit les laisser faire? Elle se dit que les infos TikTok, c'est toujours mieux que rien, mais n'est pas forcément convaincue. Donc est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bah, nous, on leur dit, toujours que c'est OK de s'informer sur les réseaux sociaux. En fait, faut pas non plus être, conservateur sur cette idée-là. C'est, dans l'air du temps et tout ça. Il y a pas de souci, et on le fait aussi. Il y a pas de problème, mais le truc, c'est qu'il faut vraiment leur apprendre à, vérifier l'information qu'ils voient. Est-ce que l'information qu'ils ont vue sur TikTok a également été publié dans un média traditionnel, voilà. Essayer d'aller chercher, être curieux, ça c'est important. Essayer de fact-checker une seconde fois l'information et ça, ils en ont les capacités de faire, en fait, ils ont eu quand même beaucoup de chance. Ils ont accès, à l'information hyper vite sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, ce que plein de générations avant n'ont pas eu, quoi. Mmh. Je sais pas Et si justem pardon. Et puis sur Vas-y, si. TikTok est aussi investi par des médias, on va dire sérieux et traditionnels aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que ça se passait là aussi et que s'ils voulaient toucher une population plus jeune, il fallait y être aussi. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est qui parlait et si par rapport à votre expérience, en économie, ça vous paraît, juste, faut pas, voilà, faut ça reste un moyen comme un autre. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ils se soient pas juste contentés d'une seule, d'une seule source et d'une seule info, de voir si ça a été fait ailleurs ou publié ailleurs. Et justement, du coup, ce serait quoi les réflexes à avoir et donc à transmettre aux ados pour vérifier, une info? Est-ce qu'il y a des outils de fact-checking que vous auriez à recommander? En fait, il y a des outils hyper simples, c'est de se poser des questions. Nous, en école de journalisme, et souvent, un truc qu'on apprend au début, c'est les 5 W. Voilà, qui me parle, de quand ça date, de quoi ça parle. Enfin, c'est des W en anglais, c'est why, where, when, who, etc. Et en fait, toujours se demander, bah, on en a parlé, quelle est la source? Donc, qui me parle? Et aussi, un aspect très important, c'est de quand ça date, parce que parfois, dès qu'il se passe un événement, on a pas, souvent, régulièrement, c'est comme des cycles, des vieilles informations qui ressurgissent en lien avec l'actualité, mais qui ne sont pas forcément actuelles, justement. Croiser ces informations, est-ce que je trouve cette information ailleurs? Déjà, on aura fait une bonne partie du travail. Et le premier conseil, c'est de se méfier de soi-même. Lina le disait au tout début, en fait, le nerf de la guerre, c'est le temps. En fait, plus on a envie de partager un truc rapidement, moins il faut le faire. Parce que ben, souvent, c'est un truc qui va, on l'explique aussi dans le bouquin, ça joue sur nos émotions, souvent négatives. Ça me met en colère, ça m'agace ou voilà, ça me fait hurler. On va avoir envie de repartager. Ce moment-là, je fais OK, je m'arrête, je me pose. Euh, Pourquoi j'ai eu envie de partager cette information? Est-ce que je suis vraiment sûre de moi? Et nous, on se met dedans, hein. Moi, je suis la première à parfois me faire avoir et à avoir envie de partager un truc parce que ça va me révolter, parce que ça va me faire agir. Il faut être très humble par rapport à ça. Moi, ça m'est encore arrivé la semaine dernière de me faire avoir par une IA par rapport à Trump et l'ICE. Bah, c'était hyper bien fait. Et quand c'est un truc, en fait, si c'est un truc auquel vous croyez déjà un peu et qui vraiment conforte votre point de vue, bah, c'est un truc que vous allez avoir encore plus envie de partager. Genre, ah bah ouais, j'avais raison, en fait, c'est vrai. Donc, tout ce qui va dans votre sens et qui était déjà un peu ce que vous pensiez, bah, méfiez-vous. Voilà. Et le bouton partage est vraiment, peut être un ennemi, un ennemi certain.
Et justement, on se méfie des réseaux sociaux, on leur met un peu tout sur le dos, mais question, est-ce que les fake news, elles peuvent aussi être diffusées ou relayées par des médias traditionnels? Oui, et alors ça tombe bien entre guillemets, mais je ne sais pas si vous avez vu passer il y a une étude de l'Observatoire des médias qui est tombée, je crois, hier ou avant-hier, par rapport au climat, qui est un sujet aussi où il y a pas mal de climato-scepticisme, et cetera. Il y a 665 fake news, qui ont été diffusées dans les médias traditionnels en 2025. Alors sur principalement, CNews, Europe 1, Sud Radio. Ils avaient fait le distinguo entre, qui en plateau, diffuse ces fausses informations. 32% c'est les invités politiques 24% et 20% pour les journalistes. Et le sondage est assez, l'étude est assez flippante parce qu'elle dit que toutes les 35 minutes, il y avait une fausse info sur l'écologie. Donc quand on dit médias traditionnels, c'est un peu aussi ça, c'est que l'information en continu, les chaînes d'information en continu, il faut alimenter ces plateaux et souvent c'est ce qu'on explique aussi en atelier. Ce qui est important, c'est qui parle et d'où il parle. C'est-à-dire que si c'est un éditorialiste, c'est pas la même chose qu'un politique. Si c'est quelqu'un qui vient juste donner son avis, comme n'importe qui d'entre nous pourrait le faire, c'est pas pareil que si c'était un journaliste qui n'a pas d'intérêt à servir telle ou telle cause. Donc c'est ça qui, voilà, qui est surtout important. Et concernant l'IA, vous, en tant que journaliste, est-ce que vous considérez que c'est une menace pour votre métier ou l'information en général? Est-ce que vous l'utilisez dans vos fonctions? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, pourquoi faire? Ouais, moi je pense qu'il faut un peu sortir de ce côté, cette espèce de psychose collective de dire que l'IA va nous remplacer, tous. En fait, de tout temps, on a toujours pensé qu'on allait être remplacé par la machine. Bon, cette technologie, elle peut faire peur et elle se développe hyper vite. On l'a vu avec les deepfakes dont on parlait tout à l'heure. Mais, enfin, l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer un journaliste de terrain ou d'investigation. Ça, moi, j'en avais discuté avec, une chercheuse qui est spécialisée dans l'IA, qui depuis longtemps dans les médias. Enfin, en fait, le sujet ne vient pas du tout d'arriver, hein, et qui disait que en fait, un journaliste a, contrairement à l'IA, par exemple, les capacités de traiter, des données et de savoir, en fait, le sens, à donner aux données. Hem je pense, par contre, que enfin, moi, ça, c'est mon avis, c'est que les patrons des médias, vont devoir quand même assurer les journalistes, de placer les bonnes barrières, en fait, de ce qui est tolérable ou pas. Moi, je me souviens que quand j'étais chez 20 minutes, on avait signé quand même en fait, une charte pour, vraiment, dire: «Bon, bah, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire». Par exemple, les résumés des articles, personne n'a envie de les faire. Bon, bah, l'IA, elle nous aide bien là-dessus. Moi, je vous avoue que je m'en suis servie, à quelques fois à la fin de la rédaction de mes articles, heu, pour, la correction orthographique parce que, enfin, j'étais journaliste indépendante et que j'avais plus les outils, de correction orthographique, et je voulais quand même m'assurer que je rendais pas un énorme torchon, hem à mon rédacteur en chef et j'avoue que je dois faire mon mea culpa. J'ai demandé, quelques fois, à l'IA: «Est-ce que cet article, que je viens d'envoyer, est-ce que tu le trouves bien?» Et l'IA, en fait, m'a toujours répondu: «Oui, cet article, j'ai appris plein de choses et tout ça». Alors peut-être certes, j'écris bien et ça, c'est une très bonne nouvelle, mais en fait, je me suis dit, «C'est complètement faux» parce que l'IA est très complaisant de toute façon, avec, la personne en face de l'ordinateur. Et puis surtout, je me suis dit: «Ben, c'est quand même le rôle, en fait, d'un rédacteur en chef de me dire, si l'article est bien». Et surtout, en fait, je me suis quand même dit que l'utilisation des données était pas toujours très claire et que derrière, en fait, ben, dans les articles, il y a mes sources, il y a mes interlocuteurs et tout ça et que j'avais pas non plus envie, de faire n'importe quoi avec leurs paroles. Heu, Moi, mon dernier point de méfiance, c'est le moment où je me suis dit: «Non, mais en fait, on est en train de marcher sur la tête». C'est que quand l'année dernière, j'ai fait un podcast, heu, pour Move qui s'appelait aussi Au chic bas choc. Je me permets de
faire ma petite promo personnelle en même temps. Et pendant la recherche, documentaire, je m'étais dit, en fait, c'était donc un podcast sur, la mode et le cinéma, donc j'avais besoin de beaucoup de références de films, pour les pièces de mode dont on parlait et en fait, donc je m'étais dit: «Bah, super, on va demander à ChatGPT ou autre, de me dire des films, qui parlent des ballerines, qui me parlent des Nine Cortez» et en fait, l'IA m'a inventé une quantité d'œuvres littéraires, cinématographiques, musicales, et en fait, au début, ça me sortait des listes, pas possibles et en fait, il y avait vraiment la moitié qui était fausse, qui n'existait pas ou qui était un peu erronée. Donc voilà, c'est là, je me suis dit qu'il y avait peut-être, qu'on devait quand même, vérifier et c'est comme pour une fausse information, je pense que ça mérite quand même une petite vérif quand même derrière et que je pense que l'humain est assez intelligent pour faire cette recherche, en fait, tout seul. Et moi, il y a un truc qui me rassure aussi, je sais pas si on l'a dit, mais il y a aussi des témoignages de collégiens dans le bouquin et en fait, quand on les interroge sur l'IA et ben, en fait, ils sont assez malins, c'est-à-dire qu'ils la mettent un peu à l'épreuve et ils la questionnent et ils se rendent compte que sur des sujets sur lesquels ils sont, eux, assez calés, quand ils mettent à l'épreuve l'IA, ils se rendent compte qu'elle peut leur raconter n'importe quoi. J'ai en tête l'exemple d'un collégien qui lui a dit: «Bah, je lui ai demandé de me faire, je l'ai interrogé sur une série que je maîtrisais hyper bien, bah, en fait, il m'a raconté n'importe quoi et un autre qui disait, bah, je lui ai demandé de faire un devoir sur les vacances, il m'a fait un hors sujet total. Donc en fait, ils s'en alors parfois ils s'en servent quand même pour les langues, voilà, c'est un peu la facilité de, bah, je fais mon devoir d'espagnol et cetera. Mais, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté, bon, ils sont pas complètement dupes non plus. Évidemment qu'ils s'en servent honnêtement, ça a remplacé Google. Ils se servent plus du tout de Google. ChatGPT, c'est leur moteur de recherche. Voilà, ça, c'est clair et net. En revanche, ils la questionnent, ils la challenge et cetera. Nous, ce qu'on essaie juste de leur transmettre, c'est de dire: «Bah, OK, ça t'a fait ton devoir d'espagnol, mais toi, c'est quoi ton but? Si c'est quand même de bien parler espagnol, de l'apprendre, bah, voilà, laisse tomber ChatGPT, essaie de le faire par toi-même et reprendre un peu bah, ce temps de la réflexion, de la recherche, que voilà, il faut aiguiser un peu tout ça. Mais voilà, si on peut se rassurer par rapport à ça et moi je l'utilise pas tellement parce que je suis un peu de la vieille école. Le seul truc que j'utilise, c'est vraiment la trans parce que nous, c'est très fastidieux les entretiens à retranscrire, donc des heures d'entretien qui nous prendraient des heures à retranscrire, bah, ça se fait en quelques secondes, minutes, sur l'IA, mais c'est pareil, il faut passer derrière, c'est-à-dire qu'elle peut vous écrire un truc un peu, à l'oreille et il faut de toute façon toujours repasser derrière elle. Et je viens de retrouver la page, dont tu parlais, ouais, sur, l'IA. Je vais la partager pour montrer les témoignages, alors hop, qu'est-ce que c'est ceci? Juste je réponds, je voyais pendant que tu fais ça, Rémi, je vois Oui, une question vas-y. sur, le propos, la question de, je crois que c'était Thierry sur les différences de sémantique. Et oui, on parle des objectifs des infox. En fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé peut-être depuis le début, mais l'intérêt pour certains de diffuser une fausse information, ben, c'est monétisé. Donc, plus on va cliquer dessus, plus ça va rapporter des vues, plus ça va rapporter de l'argent, etc. Donc, oui, on fait la différence et on le fait souvent en atelier d'ailleurs entre canulars par exemple, le site Le Gorafi qui eux, c'est très revendiqué, qui veulent juste faire des blagues. Parfois, à leur insu, c'est repris pour des vraies informations. J'ai souvenir ça a créé une bisbille diplomatique entre la France et l'Algérie parce qu'ils avaient fait une blague sur Marine Le Pen qui voulait faire un mur ou je sais pas quoi, ça avait été pris au premier degré. Mais oui, on fait vraiment le distinguo entre, on veut juste faire des blagues et on veut, poster des informations parce qu'elles qui vont être fausses parce que, ça va générer de l'engagement, ça va générer du clic et donc ça va générer de l'argent. Mais oui, c'est des choses qu'on aborde un peu aussi dans le bouquin. Je me permets, Lise, d'ajouter le deuxième. Enfin, il y a en gros principalement 2 objectifs aux fake news. Donc il y a celui de la monétisation, mais il y a aussi celui de l'influence d'opinion. En fait, Mmh. il y a toujours un enjeu, en fait, si on balance une fake news, comme ça, c'est que parfois c'est pour, en fait, que les gens, soient ralliés à notre cause.
quand sur le plateau de CNews, pour ne pas les citer, on parle des punaises de lit, et qu'on dit que c'est lié, la propagation des punaises de lit, c'est lié à l'immigration. En fait, on comprend très bien le sens de cette fausse information. Bon, je vais le préciser, hein, mais voilà, parce que c'est une chaîne foncièrement conservatrice qui est certes un média d'opinion et donc quand CNews dit ça, c'est que CNews est complètement de toute façon, il y a pas de mystère là-dessus, est complètement contre l'immigration et que ça leur plaît bien de penser que c'est, des punaises de lit qui sont en train enfin qui viennent, des personnes qui détestent le plus. Donc voilà. Ça, c'est de la manipulation d'opinion, c'est clair et net et les fake news, ça sert à ça aussi. C'est la même chose pour, par exemple, mais enfin voilà, c'est toujours un peu politique une fake news. Heu et pour ça qu'il y a aussi beaucoup enfin, par exemple, on voit qu'il y en a pas mal qui viennent aussi de Russie. Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. On l'a encore vu sur, les fuites, de l'affaire, Epstein. Heu, les principales, fausses informations qui venaient, par exemple, sur, Emmanuel Macron, mais ça, en fait, on ne peut pas savoir parce que c'est le temps d'enquête et ça, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, enfin, ces fausses informations, venaient, enfin, la plupart de la Russie. Mmh. Et donc du coup, pour revenir, à l'IA, juste refaire une petite parenthèse, donc je vous ai mis, un extrait avec, les témoignages. Il y en a plusieurs, dans les différents chapitres. Donc c'est aussi l'avantage, le gros plus de ce livre-là, c'est que les ados, en fait, ah bah, voilà, adorent déjà les témoignages. Ça marche souvent dans les magazines et cetera et c'est pour ça que nous, on a voulu ajouter ça dans les livres de la collection Sans tabou. Mais ça permet de leur montrer, voilà, qu'ils sont pas seuls et de savoir un peu comment se positionnent, d'autres jeunes de leur âge. Voilà. Je voulais aussi vous demander, parce que ça, vous abordez dans la dernière partie qui est consacrée justement au métier de journaliste, les idées reçues les plus courantes sur les journalistes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avez entendu? Ah bah, qu'on est à la solde du pouvoir, qu'on parle que c'est Macron qui nous dit ce qu'on doit faire, que tout nous est dicté, par plus haut que nous et puis sinon on est tous, hyper millionnaires donc on est ravis de le savoir mais mon compte en banque dit pas ça. Mais ouais, c'est surtout ça en fait un peu les idées reçues principales, et voilà. Après, on répond à des idées reçues qui, pour le coup, sont vraies. Par exemple, les journalistes ne s'intéressent pas assez aux banlieues. Bah, ça, c'est complètement vrai, ça, pour le coup, enfin, on va pas se mentir, Mmh. et on le voit très bien. Nous, on avait fait une intervention à Champigny-sur-Marne. Hem, c'est assez cata, la façon, enfin, de parler, des banlieues. On l'a vu pendant les émeutes. Donc ça, il y a enfin voilà, on va pas dire que toutes les idées reçues sont fausses. Par contre, oui, c'est vrai que, non, on n'est pas millionnaire et non, je ne dîne pas avec Emmanuel Macron ce soir, si vous me demandez. Et oui et aussi et quand dans les idées reçues qui pour le coup le sont, c'est qu'il y a peu de diversité dans nos milieux, ça en manque tellement. Heureusement, il y a des passerelles aujourd'hui, comme la chance qui permettent à des personnes, qui ne sociologiquement, voilà, viennent pas de ces milieux-là et c'est important parce que, heu, c'est vrai pour les banlieues, mais c'est vrai pour la ruralité, par exemple. Si on n'a pas vu venir la crise des gilets jaunes, c'est aussi peut-être parce que, ben, je sais plus qui faisait posait cette question-là, mais est-ce que dans votre entourage, vous connaissez un gilet jaune? Et la plupart des journalistes n'avaient pas de gilet jaune dans leur entourage. Donc c'est un problème aussi de pas sentir l'opinion et de pas avoir l'opinion et je crois que c'est un questionnement qu'on est nombreux à avoir eu, voilà, au moment des gilets jaunes ou au moment d'une montée du Rassemblement national, de se dire: «Bah mince, qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir, en fait?» Et ça, pour le coup, c'est pas qu'une idée reçue, c'est un fait, mais c'est aussi parce que, ce métier est assez précaire, on va pas se mentir et que c'est vrai que si on n'a pas, un solide soutien, au départ pour démarrer dans cette voie-là, c'est aussi compliqué de le faire.
Et Il y avait une question de Maud, pardon. Est-ce que l'ouvrage concerne les collégiens? En fait, oui, il est à destination des collégiens, des 10-15. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, la jauge, elle peut descendre un peu plus parce que je pense que ça peut intéresser des CM2, voilà. Enfin, dès que quelqu'un a un téléphone dans la main. Et même, en fait, les adultes, hein, bon, alors, mes parents ne sont pas du tout la cible, mais ils ont appris des choses et ils ont trouvé ça très intéressant. Donc, c'est écrit pour des collégiens, mais je pense que ça peut servir à la fois de ressource pour des journalistes comme nous qui intervenir en éducation aux médias. Ah, pour les lycéens, c'était plus la question, est-ce que c'est pour des lycéens? Bon, je pense que ça peut parler à des lycéens. Je n'ai pas testé sur ma petite cousine, mais il faudrait que je teste sur les lycéens. Je pense que, en Oui, je vrai, pense que ça. on dit 10-15 ans, mais voilà, il y a pas un moment où à 15 ans, on a une révélation sur ce que c'est une source. Je pense qu'il y a pas de voilà. Il y a peut-être des choses qui sauront et d'autres qui vont découvrir. Enfin, en tout cas, je pense. Et en tout cas, dans le ton, vous avez bien travaillé où justement, enfin voilà, la collection, c'est pas du tout infantilisant. Non. Les illustrations sont humoristiques, donc en fait, même en tant qu'adulte, on y apprend des choses Oui. et donc voilà, il y a pas d'âge pour découvrir le contenu de l'ouvrage, mais effectivement, même si à la base, il s'adresse plus aux collégiens et aux Mm. lycéens, quoi. Mm. Et un peu pour conclure, il nous reste plus que quelques minutes. Pour vous, est-ce que journaliste, c'est un métier d'avenir? Est-ce qu'il y a des évolutions que vous commencez à percevoir et dont on pourrait parler aux jeunes qui, justement, vous parliez que parfois vous suscitez des vocations. Si les personnes qui nous suivent ont un jeune qui s'intéresse au journalisme, est-ce que vous lui recommanderiez de suivre cette voie? Moi, j'ai un peu deux visions, je suis assez partagée. Je suis d'un côté très pessimiste et de l'autre, très optimiste. Pessimiste, ça serait de dire que ça fait longtemps que le journalisme n'est plus un métier d'avenir, qu'il y a en fait, Lise en parlait tout à l'heure, c'est de plus en plus précaire. C'est très compliqué de commencer dans le métier. On est, vraiment personne au début. C'est compliqué de nous faire confiance. Il y a pas assez de place dans les rédactions. J'en finis. Moi, je me souviens très bien que pendant mon master, on disait même pas que, en fait, on nous disait: «C'est très peu probable que vous arriviez à être journaliste un jour, hein», on nous préparait limite à trouver un autre métier, ce qui aurait pas été grave, hein, mais voilà, Mhm. c'est quand même fou, je pense pas que dans d'autres, branches, enfin, on encourage comme ça les étudiants, donc forcément c'est assez déroutant. Aujourd'hui, il y a une statistique qui montre que les jeunes journalistes, ils tiennent en moyenne 7 ans avant de quitter le métier. Hem, la version optimiste maintenant, parce que là, je me déprime moi-même, sachant que je rentre sur ma 6e année dans le métier, donc voilà. La version optimiste, c'est, bah, de dire qu'on a toujours besoin de nous, de ce contre-pouvoir, surtout quand on en parlait un peu tout à l'heure, on sait très bien que dans le monde, ça va pas très bien aujourd'hui, donc on sait très bien que les journalistes servent à quelque chose. Hem, Par ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui sont en train de s'affranchir un peu des vieilles règles du métier et je suis assez admirative, d'ailleurs, de ça. En fait, il y en a plein qui se disent: «Bah, les médias veulent pas de nous, ont pas de place pour nous. Tant pis, moi je vais me lancer sur ma chaîne YouTube». Ils s'installent sur les réseaux sociaux, ça marche très bien aujourd'hui. Ils savent très bien que ça peut monétiser, en fait, beaucoup plus. Il y a les podcasts, bon, on sait que c'est pas non plus une belle économie, mais voilà, ça permet de s'affranchir un peu des médias traditionnels et en fait, ça fait un peu du bien et donc voilà, on et parfois, en fait, ils sont plus proches des attentes des citoyens puisqu'en fait, les médias ont mis du temps à s'installer sur le numérique et ont pris du retard et aujourd'hui, en fait, on voit très bien qu'il y a plein de journalistes qui arrivent à eux, fonctionner très bien, sans les médias en soi. Lise, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, bah, moi, enfin, on l'a un peu esquissé, le côté précaire du métier. Après, c'est un métier formidable, mais il faut être solidement accroché. Voilà, faut pas avoir peur de l'incertitude. Mais honnêtement, ça permet d'aller rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Je parle pas des célébrités, parce que là, à la rigueur, ça m'importe peu, mais des métiers, aller voir une infirmière dans un hôpital, un agriculteur, changer de sujet régulièrement et faire qu'on s'intéresse à tout.
Si vous avez un jeune, un ado curieux autour de vous, en fait, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est si on est curieux de ce qui se passe autour de nous, c'est quand même un métier génial. Le truc qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup plus de médias qu'avant, donc beaucoup plus de possibilités. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on nous apprend en école de journalisme, hein, c'est savoir s'actualiser sur France Travail, se dire qu'on va être à la pige. En 20 ans, j'ai jamais signé un CDI. Et après, c'est aussi de la liberté, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on me le proposerait que je le prendrais pas parce que ça permet d'être le lundi avec des étudiants, le mardi avec des collégiens, le vendredi à la télé. Mais c'est voilà, faut être solide. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vais rappeler donc les références de votre livre, donc Stop au donc de Lina Fourneau et Lise Tréta qui étaient avec nous ce soir. Il sort en librairie demain et donc vous pouvez le retrouver chez votre libraire habituel ou sur notre site magenta-édition.fr. Je vous mets dans la conversation le lien vers notre site. Vous pouvez télécharger le sommaire et un extrait. Voilà, pour commencer à regarder un petit peu de quoi il s'agit. N'hésitez pas à le recommander autour de vous, aux jeunes, aux enseignants, aux journalistes qui sont intéressés pour faire de la médiation. C'est un très bel outil pour ça. À le commander dans tous les pays de France. Voilà. Et donc, Merci pour vos questions. Merci. Je ne sais pas si on a répondu. J'espère qu'on a répondu à tout. Voilà. Je crois, oui. On n'a pas fait l'impasse, donc on a pu répondre à tout le monde. Et donc, le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube de Magenta Édition la semaine prochaine. Donc, voilà, vous pourrez le revoir ou le repartager si vous n'avez pas pu suivre en entier. Et n'hésitez pas pour suivre nos prochaines parutions et les prochains webinaires avec nos auteurs. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent donc sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Non, pas Twitter, Instagram, pardon, et LinkedIn. Très bonne soirée à toutes et tous. Pardon, tu me permets juste, il y a Yolande qui pose une question, juste, parce qu'elle demande comment nous contacter. Est-ce qu'on passe par l'association? En vrai, vous pouvez, enfin, je pense sous ton contrôle, Lise, mais je pense que c'est mieux de nous contacter nous directement. Voilà, on est assez accessible, je pense, sur les réseaux sociaux ou, enfin, je pense que vous trouverez assez facilement comment nous joindre. Sur LinkedIn, on est assez actifs toutes les deux. Ouais. Et voilà, enfin, voilà, on est facilement joignable ou sur Instagram ou sur tout ce que vous voulez. Super. Ben, j'espère que pas mal de gens vous contacteront. En tout cas, je pense que ça a donné envie à pas mal d'enseignants qui étaient présents ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Lise, merci Lina. Et très bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.